Donc on va parler dans le titre, bon là c'est en anglais, je suis désolé, on va parler de Kubernetes et on va parler surtout comment on peut faire l'autoscaling d'une manière intelligente. Et pour préparer cette présentation, j'ai fait pas mal de tests, pas mal de mesures, pour justement que ce soit utile pour tout le monde. Et donc j'ai partagé ces résultats. Donc on est plutôt sur une partage d'expérience plutôt que de la méthodologie. Il y aurait de la méthodologie derrière, bien entendu, mais l'idée c'est de raconter une histoire. Donc je me présente rapidement, je m'appelle Hendrik Rexet, je travaille chez Dynatrace, ça fait 3 ans, je suis Cloud Native Advocate. Avant cela, moi j'ai passé toute ma carrière en tant qu'ingénieur de perf, donc j'adore détruire les choses, j'adore tuner les choses, optimiser les choses, c'est ma passion. Et donc du coup, quand j'ai le temps, donc j'ai travaillé dans la perf, donc je contribue à une chaîne YouTube qui s'appelle PerfByte, donc si vous cherchez du contenu pour l'ingénierie de la perf, je vous recommande d'aller regarder cette chaîne. Et il y a 2 ans, j'ai créé une chaîne YouTube qui est dédiée à l'observabilité, qui s'appelle Is It Observable. Donc il y a plein de contenu, c'est là, c'est gratuit, et puis avec des feedbacks, on améliore le contenu. Alors, quelle est l'histoire? Donc cette histoire, c'est un client qui l'a partagé en fait. Donc je n'ai pas réutilisé les données des clients, j'ai recréé cet environnement. Donc l'histoire, elle est assez simple, elle va se tourner autour de Kubernetes. Et vous allez voir que dans cette histoire, on aurait pu introduire la partie écologique, green, avec l'utilisation de l'énergie. Mais ici, ce sera essentiellement de l'argent. Je sais qu'on n'aime pas parler d'argent, mais ici, je suis désolé, on va parler d'argent. Alors, de quoi on va parler? Écoutez, on va regarder un peu les coûts d'infrastructure qui sont associés lorsqu'on déploie des applications dans le cloud. Et on va regarder un peu comment nos providers cloud vont nous charger, vont générer nos factures. Et on va étudier comment optimiser ces clusters. Et regarder surtout quand on optimise un cluster, quel est l'impact d'une mauvaise optimisation. Et bien entendu, on va voir qu'au final, la meilleure solution, c'est de faire l'autoscaling. Donc on va introduire le concept d'autoscaling pour ceux qui ne connaissent pas dans Kubernetes. Et on va regarder sur comment faire une règle qui est vraiment customisable et pertinente. Est-ce que vous êtes prêts? Voilà. Bon alors, petite histoire. Donc l'histoire, c'est un client qui est dans le retail, qui avait un site principal ouvert un site annexe. Ce site annexe avait beaucoup moins de trafic, beaucoup moins de popularité. Donc ils ont toutes les équipes de dev construisent l'application, ils prennent le temps de le développer, ils arrivent en production, le trafic est minime, donc tout se passe bien, tout le monde est fier de soi, on prend le temps de se féliciter. Du coup, on peut commencer à regarder de nouvelles features, donc là-dessus, on est tous contents. Mais un beau jour, il y a une personne dans l'organisation qui débarque, qui tape à la porte, qui dit « Bon, les gars, c'est super ce que vous avez fait, nos clients sont ravis, mais le coût de l'infrastructure est quand même à revoir. » Donc, projet pas majeur, mais projet annexe, vous allez, entre 2 features, commencer à regarder comment on pourrait réduire ces coûts d'infra. Alors, pour aborder ces sujets, je vous expliquais déjà, rappeler à tous ceux qui sont présents, comment on charge l'infrastructure au sein de nos providers cloud. Donc là, on est sur Kubernetes. Donc sur Kubernetes, quand on prend un cluster Kubernetes, on a un master node qui est géré par AWS, Google ou autre. Donc ils vont nous prendre forcément la gestion de ce master node. Et donc du coup, il y aura un coût associé à ça. Et après, si on met des node pools dans différentes zones, bien entendu, la communication entre ces zones seront chargées, ça va de soi. Bien entendu, quand on a un cluster, on dépend de nœuds physiques. Donc si je prends des nœuds qui sont extrêmement gros, le prix va évoluer. Si j'ai besoin de volume, de PVC, si la taille du volume va également avoir une influence sur le prix. Et un dernier élément, c'est l'aspect réseau. Si j'expose des IP adresses, je vais forcément avoir un coût associé. Alors dans le cas de figure, comment on pourrait optimiser? Première chose, c'est on va resizer les nœuds. Les nœuds, dans ce contexte-là, je n'ai pas envie d'y toucher parce qu'idéalement, on va augmenter le nombre de workloads dans ce cluster. Donc les nœuds, on n'y touche pas. Deuxième axe, c'est la partie storage, volume. Donc là, moi, on dépend d'une base de données, je n'ai pas envie de toucher le storage, je suis très bien content avec le sizing associé. Donc le dernier élément qui m'intéresse, c'est le workload. Comment on va pouvoir resizer ce workload et être plus pertinent? Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vais faire un petit brief de rappel. Quand on est dans un Kubernetes, quand je déploie mes ressources dans Kubernetes, en fait, en fonction de ce que j'ai spécifié dans les ressources vont allouer de la CPU, de la mémoire sur mon cluster. Et souvent, on a le premier réflexe humain, c'est j'ai besoin de beaucoup parce que je vais être sécurisé. Et en fait, quand on regarde l'utilisation, on se rend compte que j'ai demandé beaucoup et finalement, j'utilise quasiment rien. Et au final, je ne suis pas très sympa parce que du coup, mon cluster il est complètement saturé, entre guillemets, mais en fait, on l'utilise très peu. Donc du coup, je ne suis pas très efficace. Donc l'objectif ici, c'est de rejouer, toucher aux requests de nos ressources et des limites en CPU et en mémoire,
Donc les requests dans un premier temps, et après vous savez très bien que quand on est dans un workload, on a les requests, mais on peut aller consommer au-delà de ce qu'on a demandé, et donc c'est l'intérêt des limites. Du coup, on va caper la capacité de notre workload. Alors la démarche, elle va être assez simple. Première étape, on va faire une baseline. Donc on fait un test sur l'existant, sur la configuration qu'on a actuelle, on prend des mesures, et on comprend comment ça fonctionne. Après, on va avoir une démarche itérative, je modifie mes settings de request et de limit, je lance la simulation, donc un test de charge, donc ça je sais faire, et après j'analyse, et après je continue à optimiser, optimiser, optimiser. Alors quels sont les outils dont je vais avoir besoin dans mon cas de figure? Le premier outil, j'ai besoin d'un outil de test en charge, donc je vais utiliser K6. K6, c'est un outil assez léger de test en charge, marche très très bien, et puis en plus, ce qui me rassure, c'est que j'ai une intégration avec Dynatrace, donc toutes les données vont être dans Dynatrace, et j'aurai les données, et je pourrai prendre une décision. Après, pour l'aspect coût, j'ai besoin d'avoir cette mesure du coût. Et donc, quels sont les outils que je vais avoir besoin? Je vais utiliser OpenCost. Donc OpenCost, c'est un projet CNCF disponible, vous pouvez l'utiliser, marche très très bien. Donc ça va être une estimation, ce n'est pas un coût en temps réel, c'est une estimation du coût que vous allez avoir. Après, dans mon cas de figure, j'avais Istio Envoy, et je vais avoir Istio Envoy parce que vous allez voir, plus tard dans l'histoire, ça va me rendre service pour ajuster mes règles d'autoscaling. Et grâce à ça, derrière, je peux créer un joli dashboard comme celui-ci, qui va mesurer l'efficacité en termes de ressources allouées et le coût associé. Donc là, j'ai un élément qui me donne le coût par namespace en CPU et le coût par namespace en mémoire. Alors, on va voir les résultats. Alors, pour ceux qui sont intéressés, il y a tout ce que j'ai préparé est disponible sur GitHub, sur mon repo, Autoscaling Workshop. Donc, il y aura OpenCost, Prometheus, OpenTelemetry Demo pour faire du trafic, pour qu'il y ait un peu d'utilisation sur le cluster. Et ce on veut targeter en optimisation, c'est le Shop. Dans mon cas aussi, j'ai rajouté le OpenTelemetry Collector. Pourquoi? Parce que via ce collector, je vais pouvoir récolter des métriques de OpenCost, des métriques de Envoy. En gros, j'ai décidé d'utiliser le collector pour faire ces remontées métriques. Alors les résultats, la baseline. Donc là, on a plusieurs graphes, pour ceux qui sont très éloignés, je vais vous expliquer rapidement. En haut à gauche, c'est la montée en charge, ici c'est le coût, et en bas à gauche, c'est le temps de réponse, et ici on a l'utilisation CPU des workloads. Donc là, à peu près, on peut se rendre compte qu'à 20 minutes du test, on est plutôt pas mal au début, et on est à peu près à 100 utilisateurs sur la baseline actuelle. Le coût en CPU, mesuré, il est proche de $9 par mois. Vous allez me dire, c'est rien, c'est un environnement de démo, hein, donc c'est rien, mais il faut imaginer qu'il y a beaucoup plus de workload, donc ce sera beaucoup plus cher. Et on peut s'apercevoir qu'à 20 minutes du test, la CPU s'écroule, donc il y a quelque chose qui fait qu'il y a ce comportement. On va voir, pour la raison, on va l'expliquer tout à l'heure. Alors, quelle est l'optimisation qu'on a choisie? Voici l'optimisation, donc on va se dire, bah tiens, ici, là, si on regarde les chiffres, on se dit, mais on est très mauvais. Donc là, je suis à 15 minutes de test, je suis à peu près stable, et la CPU, elle s'écroule, les temps de réponse sont mauvais, clairement mauvais. Par contre, le coût, je suis passé de $9 à 2,4. Donc sur le coup, je suis pas mal, mais par contre, le reste, il va falloir revoir la copie. Et l'idée, la stratégie, c'est qu'on va garder cette version, et on va lui demander de faire moins de choses, mais on va introduire d'autoscaling. C'est-à-dire qu'on va avoir plus en plus de nœuds qui vont se rajouter, et on va être plus performant. Alors pourquoi on a cette temps de dégradation d'ailleurs? Tout simplement, pour ceux qui ne le connaissent pas, le request, on a parlé, quand on définit le request, ça va aider Kubernetes à scheduler le workload dans le cluster. Donc c'est un peu comme Tetris, il regarde le request, il voit la size du bloc, et il va le mettre dans le bon nœud. Donc il manipule vos workloads en fonction de ce que vous avez demandé. Donc là, pour le request, pas de surprise, on l'exprime en millicore, en mémoire, c'est du mégabyte. Si on fait les bons tests, on est plutôt pas mal. Par contre, on a la limite. La limite, elle est importante, c'est une bonne pratique dans l'industrie, il faut l'utiliser. La limite, c'est un contrat qu'on fixe avec Kubernetes. Si on va au-delà de la limite dans Kubernetes, on va avoir un OM kill, donc le système va détruire notre pod. Et donc ça c'est gênant déjà, premièrement. Donc on va essayer de définir la bonne limite. Pour ça, si on fait un bon test de charge, on peut savoir combien de mémoire maximum j'ai besoin, et ça va définir la limite. Pour la CPU, c'est un peu plus compliqué, parce que c'est un héritage des technologies conteneurs, donc cgroup et CFS. Donc pour faire très rapidement, un CPU a plusieurs corps, un cœur en fait a un cycle CPU, c'est 100 millisecondes. Et quand on définit une limite, on va l'exprimer en temps de consommation sur un cycle. Donc si je mets 20 millisecondes, ben en fait j'ai droit à consommer 20 millisecondes sur le cycle. Donc je prends 20 millisecondes, je travaille, j'arrive à la limite, le système me fait pause, et pendant 80 millisecondes, j'attends. Et après, prochain cycle CPU, je redémarre, je retravaille 20 millisecondes, je suis stoppé, et je refais pause. Et ce fonctionnement de je travaille, je pose, je travaille, je pose, je travaille, je pose, c'est ce qu'on appelle du CPU throttling.
Donc vous pouvez imaginer qu'un CPU throttling, c'est un désastre sur le comportement, la perf, le temps de réponse, tout sur le système. Donc le CPU throttling à surveiller, parce que ce qu'on a vu comme temps de réponse, c'était lié au throttling. Alors, du coup, on a dit qu'on allait faire de l'autoscaling. Pour rappeler, l'autoscaling, dans Kubernetes, on a du HPA, Horizontal Pod Autoscaler. Et le concept est simple, quand on a un déploiement classique, on met un nombre de réplicas. Donc là, j'ai besoin de 2 réplicas, 3 réplicas, c'est assez fixe. Le HPA, la différence, c'est qu'on va introduire un objet qui va définir un seuil par rapport à une métrique, et en fonction de la valeur de ce seuil, il va rajouter, plus ou moins, des workloads supplémentaires. La seule limitation de cette fameuse règle, c'est qu'il va se dépendre que sur les métriques exposées par le cluster. Et la Kubernetes API, elle expose que 2 métriques, la consommation CPU et la consommation mémoire. Alors donc, on revient sur notre scénario. Donc on a notre application, avec plein de différents microservices, et on va se focaliser sur les services qui sont impactants par rapport au business et à l'utilisateur. Donc le front-end, le paiement, le shipping, enfin tous les services critiques. Maintenant, autre élément à prendre en considération quand on fait l'autoscaling, c'est je dois démarrer le pod quand j'en ai besoin. Un pod, il démarre, mais il n'est pas actif. Il va prendre 2-3 minutes avant d'être vraiment actif et être présent dans l'architecture. Donc toujours prendre en considération, ok, j'ai besoin de 2 minutes, donc le seuil que je vais définir, ce n'est pas au moment critique, c'est bien 2 ou 3 minutes ou 5 minutes avant que ce soit critique. Donc l'idée, on reprend sur nos résultats, j'ai besoin de mon pod ici, je vais définir que l'autoscaling doit arriver bien avant. Donc là, je définis la valeur. Grâce à cette valeur, je configure. Donc on va regarder l'autoscaling qu'on a mis en place avec le HPA que sur la partie CPU. Donc là, on regarde les temps de réponse. On est finalement quasiment à peu de choses près proche à ce qu'on avait initialement. En termes de coût, on est meilleur, 2.24. Et en termes de ressources allocation, on est à 71%. Avant, on était à 10%. Là, j'ai vraiment une efficacité, je suis assez fier de moi. Par contre, en temps de réponse, ce n'est pas possible. Et après, ici, c'est le graphe, ça demande le nombre de conteneurs ou de pods qui arrivent avec la charge. Donc, la CPU ne va pas nous servir. Et pourquoi? Parce que si on regarde en fait, les résultats, on se rend compte qu'il y a eu énormément de throttling, une fois de plus. Et donc, ça a impacté finalement c'est pas la bonne règle de l'autoscaling de se baser sur la CPU. Donc moi, je me dis, tiens, j'ai Envoy sur mes sidecars, je vais utiliser le nombre de requests rentrants sur chacun des proxys, ce qui me semble logique. Donc comment faire? J'ai que la CPU et la mémoire qui est disponible. Bon, la seule manière de faire, je regarde, il y a des adaptateurs de métriques sur Kubernetes. Donc je vais installer un adaptateur. Aujourd'hui, il n'y a que 2 adaptateurs disponibles sur le marché, c'est Prometheus et Datadog. Et aussi, la seule deuxième contrainte qui existe, c'est qu'on ne peut avoir qu'un seul adaptateur par cluster. Donc si j'ai plusieurs sources d'observabilité, je suis extrêmement limité. Donc l'adaptateur, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un pont entre la métrique serveur API de Kubernetes et le storage, donc Prometheus. Donc il va translater une API, un call API en PromQL dans le cas présent si on utilise Prometheus. Donc moi, ça ne m'intéresse pas parce que finalement, j'ai envie d'avoir plusieurs sources d'observabilité et pas une seule. Je veux avoir la possibilité de requêter différentes sources. Et la solution pour ça, c'est Captain. Captain, c'est un projet open source qui a été initié par Dynatrace. On est sur la version 2 qui s'appelle Captain Lifecycle Toolkit. Et la grande valeur de Captain Lifecycle Toolkit, c'est qu'il introduit un metric server. Ce metric server, en fait, ça va être un peu une connexion avec tous vos backends d'observabilité. Et donc, la grande valeur, c'est que du coup, je peux exposer n'importe quelle métrique qui est disponible dans n'importe quelle source de stockage. Aujourd'hui, on a plusieurs providers disponibles. On a Dynatrace Metric et DQL, parce qu'on a 2 langages d'expression. Il y a Prometheus, bien entendu. Et enfin, on a Datadog qui a aussi contribué au projet, qui a aussi un provider. Alors, comment on va faire quand on va faire du HPA? Donc déjà, première étape, j'installe Captain Lifecycle Toolkit, le metric server. Deuxième élément, il va falloir que je définisse un metric provider. Le metric provider va définir comment Captain va s'interfacer vers la source, vers le stockage. Donc là, dans mon cas, je définis, ça c'est l'adresse de Dynatrace, ça c'est le token que j'ai besoin. Et après, je vais pouvoir définir les métriques. Je n'ai pas envie d'avoir toutes les métriques de l'observabilité dans Kubernetes, ça n'aurait pas de sens. J'ai juste sélectionné les métriques qui ont du sens. Donc là, dans l'exemple, je fais c'est une metric expression, au sens Dynatrace, pour requêter une métrique. Donc je lui donne un nom. Et grâce à ce nom, dans l'objet Kubernetes, je vais pouvoir le réutiliser dans une règle de HPA. Et donc, du coup, je fais une règle customisée basée sur les métriques externes. Alors, on va regarder les résultats. Parce que du coup, on avait dit, tiens, on va prendre Envoy. Quels sont les résultats? Moi, je suis impatient de voir ça. Eh bien, regardez, si on regarde bien, c'est encore plus désastreux.
mais complètement désastreux. Là, on regarde, c'est à peu près à 30 minutes de test, on a le temps de réponse explose, mais pourquoi? Et par contre, le coût, on est à 1.6, donc on a vraiment optimisé, on est vraiment super. Mais pourquoi on a ce temps? On va regarder. Voici le front-end. Au début du test, on a plein de requêtes qui rentrent. Ma règle d'autoscaling, elle met plein de conteneurs, c'est génial. Puis tout d'un coup, j'ai l'application qui commence à ralentir, donc j'ai moins de requêtes qui arrivent dans mes envoys. Puis du coup, le HPI dit « Ah, ben il y a moins de requêtes, donc je vais retirer des conteneurs. » Et au final, là où j'ai besoin de charge, ben, je me retrouve avec plus de charge. Donc c'est l'effet inversé souhaité, donc je me dis « Ça ne peut pas passer. » Donc quelle était la bonne règle? Ben voilà, moi ce que j'ai utilisé, c'est que je sais que j'ai du throttling, je sais que ce qui impacte mon système, c'est le throttling, donc je vais prendre le throttling comme base. Donc j'ai fait une query, je ne vais pas vous la montrer, mais qui mesure le temps passé dans le throttling. Et quand on regarde ici, donc là j'ai une exception ici, j'ai un temps de réponse qui est plus stable qu'au début. J'ai un coût qui est à 1.6, donc j'ai divisé par 9 le coût d'infrastructure, et j'ai un nombre de conteneurs qui est raisonnable. Donc au final, j'ai réussi l'objectif souhaité avec un coût bien réduit. Petite conclusion. Donc déjà, première chose, mettez des ressources quota dans vos namespaces. Ça, c'est un B à bas. Optimisez vos ressources, mesurez l'efficacité de l'allocation de vos ressources. C'est primordial, sinon vous allez consommer des ressources sur vos nœuds pour rien. Pour faire l'HPA, je dirais, ne basez pas sur le CPU et les métriques. CPU et mémoire, pour faire l'autoscaling, ça n'a pas de sens. Bon, ça peut avoir du sens, mais ça ne va pas vous rendre service. Donc imaginez d'autres métriques, et le Captain Metric va vous aider pour faire ça. Et enfin, avoir un indicateur externe comme le coût ou la consommation de carbone ou la consommation d'énergie quand on fait nos constructions, nos pipelines, nos tests, c'est primordial parce que derrière, on peut optimiser l'infrastructure et on peut optimiser même l'empreinte énergétique qu'on a sur nos environnements. Donc j'ai pris le coût, mais on peut prendre aussi le carbone, l'utilisation d'énergie de vos environnements associés. Petite teaser, donc ça c'est ma chaîne YouTube, Is It Observable? Il y a plein de contenus, j'ai des contenus sur OpenCOS, des contenus sur Captain Lifecycle Toolkit, j'ai plein de trucs, donc regardez, c'est gratuit. Et surtout, j'ai besoin de feedback pour améliorer le contenu. Donc n'hésitez pas à consommer, n'hésitez pas à dire que c'est pourri, et comme ça je peux m'améliorer. Ça m'aidera dans le futur. Voilà, petit QR code, j'ai pas fait le slide aussi joli que le speaker précédent, je suis désolé. Donc ces petits feedbacks, c'est le QR code pour les feedbacks, donc n'hésitez pas. Et puis si vous avez des questions, je serais plus qu'intéressé d'avoir vos questions. Merci pour la présentation. Moi, je suis curieux de savoir comment vous avez mesuré le throttling. Comment vous avez mesuré le throttling? Alors, le throttling, en fait, dans le CI Advisor, c'est des métriques qui sont exposées par le CI Advisor. Donc, CI Advisor, c'est un exporteur que vous allez trouver dans tous les clusters Kubernetes. Lui, initialement, il exprimait en millisecondes, le temps passé en millisecondes dans le throttling. Après, en faisant un ratio, on peut calculer le pourcentage, le temps complet. En fait, il faut mesurer un cycle CPU, le temps passé entre le temps CPU plus le temps throttling, et on fait un ratio et on a le pourcentage. Merci. Merci. Alors j'avais au moins une première question. J'ai cru lire des trucs sur le net qui disaient qu'en gros, mettre des CPU limites, au final, c'était jamais une bonne idée. Je voulais avoir quel était votre avis là-dessus. Alors, c'est un grand débat. Je sais qu'il y a un collègue, un ami qui travaille chez Robusta, qui participe à cette mouvance. Je dirais ne pas mettre de limite. Effectivement, on va éviter le throttling. Mais encore, on est dans un système, un cluster, on partage des ressources. Donc, si on autorise un élément à consommer plus qu'il a le droit, on peut avoir des downsides, enfin des impacts. Donc, effectivement, il y a un impact, il faut le mesurer, c'est compliqué à le mesurer, il faut optimiser dans le sens où on va éviter ce throttling au maximum. Mais il y a beaucoup de gens qui disent enlevons les limites parce que ça nous dessert la plupart du temps. Mais pour les mémoires, oui, il faut les mettre, c'est obligatoire. Pour la CPU, c'est discutable. Moi, j'aurais tendance à dire, si vous avez un gros cluster avec beaucoup d'applis, je pense que si vous commencez à manger la CPU de vos voisins ne sont pas très contents. Donc, en mettant des limites, au moins, vous êtes sûr de contrôler, entre guillemets, en termes d'infra, l'impact que ça a. Donc, le débat, il y a plein de débats, c'est compliqué. Je peux pas prendre position, sinon après, je vais me faire virer. Mais, mais je suis d'accord. Et deuxième question, sans un outil comme Captain, dans Cube, on ne sait pas monitorer des pools de threads ou des choses comme ça, plutôt que CPU mémoire, pour justement se baser sur autre chose que CPU mémoire pour déclencher des En fait, le HPA, il se base que sur les métriques disponibles sur la métrique API. Et la métrique API, elle expose que deux métriques, c'est ces deux métriques-là.
Il y a un autre projet qui s'appelle Keda, je ne sais pas si vous connaissez. Keda fait aussi, donc on va plus se baser sur des HPA, on va se baser sur Keda, et Keda va faire les décisions d'autoscaling, et on peut plugger aussi des sources externes comme Dynatrace ou autre chose. Ça marche également de la même manière. L'avantage du metric server, je ne sais pas si vous faites du chaos engineering, mais quand on veut faire mesurer le steady state, la plupart des outils de chaos engineering, il peut s'interfacer sur le metric API. Et en fait, quand on n'a pas de métrique externe, on se dit, mais le steady state, moi, je veux utiliser le temps de réponse. Et donc là, avoir la possibilité d'étendre la métrique API de Kubernetes, ça nous ouvre des portes à d'autres use cases que ceux que j'ai présentés. Oui. Comment on fait quand on n'a pas Istio et Envoy du coup, dans le cluster pour avoir les métriques? Alors, en fait, moi, j'ai pris Istio Envoy parce que c'était un projet... Quand on n'a pas, de service mesh. Alors, s'il n'y a pas de service mesh, en fait, si vous avez des traces, par exemple, ouais. Si vous avez des traces qui sont générées, vous pouvez mesurer le nombre de spans qui est généré par un service déterminé. Donc, je compte le nombre de spans. Ça peut être un élément associé. Donc là, du coup, je me base sur un nombre de spans par seconde ou un nombre de... ça peut être un élément indicateur. Du coup, ça se rapproche plus du nombre de requêtes. C'est ça, c'est ça. Après, si votre service, si vous êtes un service web qui, lui, fait de la log et qui va dropper à chaque fois qu'il y a une requête, une entrée dans une log, si vous récupérez la log, vous pouvez utiliser la log comme une source aussi. Ça marche de la même manière, en fait. Le tout, encore, c'est de comprendre, en fait, comment je peux mesurer le nombre d'éléments entrant dans mon système. Et il y a plein de manières différentes et variées. Si on est créatif, on peut imaginer plein de choses. Et après, une fois qu'on a ces éléments-là, on peut définir sa bonne règle, quoi. Merci. D'autres questions? Bon, écoutez, merci en tout cas. Merci pour votre présence.